Si vous étiez indonésien, d'abord vous reconnaîtriez ces images qui sont des vues de Jakarta, la capitale. Ensuite, vous seriez heureux de ne plus appartenir aux Pays-Bas, d'être indépendant depuis 13 ans. Ensuite encore, vous seriez fier de me montrer ce building en construction qui doit être, grâce à l'aide financière soviétique, un superbe hôtel prêt à recevoir au mois d'août prochain les spectateurs des Jeux interasiatiques. Peut-être, si vous étiez indonésien, seriez-vous fâché de voir les crédits soviétiques utilisés à des fins si luxueuses alors que la roupia, ce serait votre monnaie, tombe en flèche et que chaque habitant doit se contenter de 5 kilos de riz par mois. Enfin, si vous étiez indonésien, vous m'expliqueriez que ces barbelés signifient qu'il faut s'habituer à l'idée d'une guerre prochaine et que même rien ne s'oppose à ce qu'un conflit mondial en résulte. L'affaire remonte à 1949. Lorsque les Pays-Bas accordèrent l'indépendance à l'Indonésie, il fut décidé entre les deux gouvernements que le cas particulier de la Nouvelle-Guinée occidentale serait réglé l'année suivante. Or, malgré l'ONU, l'affaire est toujours en suspens. Et le chef du gouvernement indonésien, le président Sukarno, perd patience. Il a décrété la mobilisation générale et on parle d'un débarquement des forces indonésiennes en Irian Barat sur cette terre entièrement peuplée de Papous. L'Irian Barat est cette partie occidentale de la Nouvelle-Guinée en noir sur la carte. Le ministre indonésien des Affaires étrangères déclare: pendant plus de 10 ans, nous avons demandé aux Pays-Bas de négocier. Ils ont toujours refusé alors que nous recherchions une solution pacifique. Maintenant, les Pays-Bas essaient de nous mettre devant le fait accompli. Ils veulent créer un État indépendant, un État papou qui exclurait la Nouvelle-Guinée de l'Indonésie. À cela, le gouverneur hollandais de la Nouvelle-Guinée répond: les Pays-Bas n'ont aucun intérêt économique ni financier en Nouvelle-Guinée. Mais nous nous sentons une obligation morale de veiller aux intérêts des Papous. Ceux-ci prennent conscience de leur personnalité et ce dont ils sont surtout conscients, c'est que chez leurs voisins d'Indonésie règne la dictature et le chaos. Ils se rendent bien compte qu'il est de leur intérêt de rester en dehors de ce chaos. Nous sommes là pour assurer leur éducation et leur développement. Nous resterons ici tant que nous serons nécessaires, mais pas un jour de plus. Voici Hollandia, la capitale de la Nouvelle-Guinée néerlandaise. C'est la capitale coquette, proprette, de la rue Béatrice à l'avenue Juliana, d'un pays sans ressources connues, sans route, sans voie ferrée. À l'exception des 5000 ou 6000 fonctionnaires hollandais et de quelques milliers de Papous de la ville, qui peuvent le dimanche aller, selon leurs convictions, soit à l'église, soit au temple, le reste du pays, soit environ 1 million de Papous, ignorent jusqu'à l'existence de leur capitale et ne savent même pas que leur spécialité est de ne pas avoir dépassé le stade de l'âge de pierre, comme le prouva récemment le très beau film de Pierre-Dominique Guessot. Très peu, par conséquent, pratiquent le ping-pong en dehors des leaders papous. En voici un. Nous voulons, dit celui-ci, un gouvernement autonome, mais nous avons besoin de l'aide des Pays-Bas jusqu'à ce que notre peuple soit capable de s'administrer lui-même. Quand nous en serons capables, les Pays-Bas nous concéderont notre autonomie. En attendant, pense-t-il, la Hollande, c'est plus sûr. Rappelons que le gouvernement de La Haye est prêt à engager des pourparlers avec Jakarta, mais à la condition que l'Indonésie reconnaisse aux Papous le droit à l'autodétermination, ce que M. Sukarno refuse. Et déjà, des éléments avancés des volontaires indonésiens ont débarqué dans l'île de Wejo, une des îles de l'archipel. 5000 soldats hollandais et quelques bateaux de guerre défendent ce territoire de 380 000 km² de montagnes, de forêts et de lacs où les pistes d'atterrissage sont très rares. C'est donc dans l'une des régions les plus ouvertes à la civilisation que cet avion hollandais nous transporte. Ces soldats ont été appelés pour mettre fin à une querelle.
missionnaires, ayant donné l'ordre de détruire les fétiches de la tribu, les uns ont accepté, les autres non, d'où un certain massacre. En voici les survivants qu'on emmène au Cap. Près de là, un village. Encore une fois, il s'agit là d'un village où l'on peut accéder relativement facilement. Beaucoup d'autres n'ont pas reçu, au contraire de celui-ci que vous allez voir, la visite de la civilisation. En quoi consiste exactement votre mission? Je vous dirais ça. Ma mission, comme celle de tous ceux qui travaillent en Nouvelle-Guinée en général et dans la montagne centrale en particulier, consiste à aider les Papous à trouver le chemin d'une civilisation plus moderne. C'est-à-dire à les aider dans l'ordre économique et aussi dans l'ordre culturel. Vous voyez, sûrement les deux. Par exemple, en donnant des moyens de gagner leur vie, en cultivant le café, aussi en leur donnant les soins médicaux élémentaires. Et surtout, il y a aussi le travail des missions qui, question de religion, essayent de les élever à un plan plus élevé. Et il y a longtemps que l'administration est installée dans ce poste ici? Ah non, ici, ça ne vient que de débuter. Parce que le premier poste a été ouvert en 56 seulement, donc... Ça fait 5 ans, 5 ans et demi. Oui, justement. Est-ce que vous pensez que d'ici 1970, c'est la date qui a été fixée par le gouvernement hollandais pour permettre aux Papous de s'autodéterminer? Est-ce que vous pensez que d'ici 1970, ils auront un minimum de conscience politique qui leur permette de s'exprimer en toute lucidité? En limitant la question à la montagne centrale, alors je vous répondrai non, j'en doute franchement. Parce que... Combien y en a-t-il dans la montagne centrale? Oh, 250 000 habitants sûrement, mais je ne crois pas que d'ici là, ils ont déjà ce qu'on appelle une conscience politique. Dans la région côtière, si, c'est certain, c'est un fait prouvé déjà, mais dans la montagne, non. Ils ont été trop isolés pour ça. Est-ce que vous croyez à un État papou, à un nationalisme papou? Si, à la longue, ça pourrait s'y faire. Seulement maintenant, on est encore loin, parce qu'avec toutes les divergences tribales qu'il y a du boulot à faire. Hein. Ça prendrait combien de temps, d'après vous? Oh, ça prendra bien de 50 ans à un siècle, oui. Il faudra du temps et je suppose qu'il faudra aussi une aide économique et technique considérable, non? Ah, ça c'est très vrai. Par exemple, dans la montagne centrale, il a bien fallu qu'on attende l'avion. Il est aussi un fait évident qu'il faut une nation techniquement bien équipée pour les sortir de leur état actuel. Par exemple, l'Indonésie, qui veut bien le faire pour le moment, mais seulement elle n'aura pas les moyens. C'est un fait qui saute à l'œil. Pour ranger sous le drapeau indonésien ces populations papous, le président Sukarno dispose entre autres de 6 sous-marins. Celui-ci a eu le visage brûlé parce qu'il a commis l'adultère. De 6 sous-marins de fabrication soviétique, dont 4 sont, paraît-il, pourvus de rampes de lancement pour engins. De 3 ou 4 groupes de MiG-17, de MiG-19 aussi. Des gens sérieux pensent qu'un conflit mondial pourrait sortir de là. Allons-nous mourir pour les Papous ?